Bien, bonjour à toutes et à tous. Voilà, on va démarrer notre cours numéro 4 préalable. Je voudrais revenir un tout petit peu, non pas en arrière, mais pour suivre un certain nombre de points qui ont été évoqués. Alors, ça va nous prendre une bonne dizaine de minutes avant de revenir au cours proprement dit. Alors, voilà de quoi il s'agit. Dans notre parcours géopolitique de la péninsule indo-chinoise, nous avons eu l'occasion d'avoir des échos parmi vous et dont il me revient bien sûr de tenir compte. Alors, le premier de ces points, en n'oubliant pas bien sûr qu'on s'est arrêté à la conférence de Bandung en 1955, qui voit la naissance du tiers-monde, on l'oublie pas bien sûr, mais trois points. Un premier point qui m'a été signalé par des personnes parmi vous quand j'ai, à propos de la période de la fin de la Seconde Guerre mondiale, évoqué les négociations entre Jean Saint-Denis et Ho Chi Minh, qu'il y avait effectivement d'autres acteurs dont il était important peut-être de dire un mot. Et ils ont raison, et donc bien sûr, j'en tiens tout à fait compte. Voilà donc un point qu'on va évoquer à l'instant. J'énumère ensuite deux autres points. Certains, ou certaines plutôt, m'ont dit, mais quand est-ce qu'on va arriver aux questions géopolitiques plus contemporaines? Elles n'ont pas tort, hein, bien sûr. Quand on pense géopolitique, on pense surtout à l'actualité, c'est vrai, mais en même temps, je crois que c'était un petit peu mon rôle quand même de voir les rôles et les actions et les évolutions dans le temps long. Le temps long parce que il n'est pas le seul facteur explicatif de l'aujourd'hui, mais parfois il permet de comprendre un certain nombre de choses qui se passent dans les territoires que nous évoquons. Je prends juste un exemple. Vous voyez ô combien, pour un des trois pays que nous étudions comme le Vietnam, l'affirmation nationale a été constante dans l'histoire, et même l'histoire en remontant à bien longtemps. Et donc, peut-être qu'il y a là un élément, une clé parmi d'autres, bien sûr, de compréhension des questions géopolitiques contemporaines. Alors rassurez-vous, on a encore pas mal de conférences à partager ensemble et on viendra à des choses beaucoup plus actuelles au cours des mercredis qui vont suivre. Alors tout de suite d'ailleurs, une bonne manière d'aborder cette remarque, c'est de dire, comme je l'avais dit le premier jour, en disant qu'on ne s'interdira pas de regarder des points d'actualité qui impactent ou qui concernent plus ou moins directement nos trois pays de la péninsule indo-chinoise. Et à ce titre-là, je voudrais dire un petit mot sur le 20e congrès du Parti communiste chinois. Alors revenons au premier des points qui avait été évoqué, donc à ces personnes qui m'avaient dit, mais vous avez parlé beaucoup de Jean Saint-Denis et de Ho Chi Minh, mais il y a d'autres acteurs qui ont joué un rôle et c'est évident, c'est évident. Donc on va revenir brièvement pour revenir à ces acteurs très, très différents, n'ayant pas les mêmes options, et voir comment finalement ils agissent et ils interagissent par rapport à la nouvelle réalité géopolitique qui est celle dans ces années immédiates après Deuxième Guerre mondiale, qui est celle de l'affirmation nationale et du fait que eh bien, les mouvements de libération, les mouvements indépendantistes, eh bien, correspondent à une nouvelle réalité que certains entendent et d'autres pas forcément. Alors l'histoire, je ne vais pas la reparcourir. Je vous ai dit plusieurs fois que je n'étais pas historien. Vous avez eu le cours de José Cubero sur la Quatrième République qui vous a décrit un certain nombre de choses en détail. Moi, ce qui m'intéresse, et j'espère avec vous, c'est de regarder comment, face à une nouvelle donne géopolitique, les réactions de personnes en situation de décision. Alors, il y a Jean Saint-Denis, dont j'ai longuement parlé, issu de la Résistance, un homme ouvert aux réalités de son temps. Et puis, on peut citer également le général Leclerc. Alors, quoique militaire et conscient dans sa carrière militaire combien l'Empire, depuis le Tchad, avait joué un rôle avec la deuxième division blindée,
c'était un homme très lucide et lui-même finalement partageait un certain nombre d'idées avec Leclerc. Il était commandant du corps expéditionnaire à partir de la fin 45 et qu'est-ce qui apparaît à ces hommes? C'est la nécessité d'une reconnaissance par la République française de l'existence d'un État libre du Vietnam, comme pour les deux autres pays d'ailleurs, d'un État libre du Vietnam au sein de l'Empire français. Alors ça, c'est la déclaration du 6 mai 46, Saint-Denis-Ho Chi Minh. Vous allez dire, c'est pas ultra précis. Qu'est-ce que ça veut dire un État libre du Vietnam au sein de l'Empire français? Je crois qu'il faut retenir des longues négociations qu'il y avait eu, la notion d'État libre. C'est ça qui était au cœur de la demande d'Ho Chi Minh. D'Argentlieu, l'amiral d'Argentlieu, c'est quelqu'un de beaucoup plus rigide, attaché à des traditions de la France coloniale, etc. Il n'y a pas que lui, il y a une bonne partie de l'Assemblée, la nouvelle Assemblée, et les milieux économiques, en particulier ceux présents en Indochine, qui s'opposent de toute leur force à un retrait de la France de ses territoires. Or, d'Argentlieu, il va jouer de son rôle de haut commissaire, de représentant de la France, pour entraver tant qu'il pourra les initiatives de Saint-Denis, puis dans un deuxième temps, l'initiative de Saint-Denis approuvée par le général Leclerc. Ils ne s'entendaient pas du tout. Bon, voilà la réalité. Alors, on a dit tout à l'heure les termes de l'accord de mars 46 entre Jean Saint-Denis et Ho Chi Minh, donc l'idée d'un État libre. Et on va lire ensemble, vous voyez que là, dans la nouvelle donne géopolitique, eh bien, le texte du haut-commissaire de la France, donc d'Argentlieu, est tout autre. Relisons-le ensemble, j'ai retrouvé l'original. Le 2 mai 46, dans le contexte des premiers pourparlers franco-vietnamiens, le Haut-Commissariat de France pour l'Indochine rédige une note sur le problème de la Fédération indochinoise et de l'Union française. Ça, c'est l'exposé un petit peu de la situation. Et là, on retrouve alors beaucoup plus l'écriture d'Argentlieu lui-même. Cette note illustre la divergence fondamentale dans l'interprétation des accords du 6 mars 46. Divergence fondamentale. Tandis que les Vietnamiens voient l'Union française comme une communauté d'États associés, égaux en droit et en devoir. Alors là-dessus, on peut dire que Ho Chi Minh est assez fidèle à la négociation qu'il avait eue avec Jean Saint-Denis. Eh bien, les Français acceptent, ou plutôt n'acceptent que l'autonomie interne. C'est là où vous voyez que l'écart est immense. Mais la fédération indochinoise serait présidée de droit par le haut-commissaire de France, dépositaire des pouvoirs de l'Union française et nommé par le gouvernement français. Ah, ça c'est le texte d'Argentlieu lui-même. Vous voyez bien que ce texte-là était inacceptable et irrecevable par les Vietnamiens et notamment par leur leader Ho Chi Minh. Donc c'est pour ça que je vous avais dit, on est passé au fond à cette période charnière, à côté d'une occasion un peu historique de faire un retrait dans de bonnes conditions en allant vers un Vietnam qui soit un État libre, avec des liens avec la France, et que là, la rigidité, il n'était pas le seul, d'Argentlieu, a abouti à ce que quelques mois plus tard, la guerre d'Indochine démarre. Premier temps parce qu'il y a eu le bombardement du port d'Haiphong par la marine française qui a fait des milliers de victimes parmi les Vietnamiens. Et puis le début de la révolte à Hanoï à la fin de l'année 46 et où le Viet Minh donc va prôner l'insurrection. Voilà un petit peu un rappel. Encore une fois, je ne reviens pas sur tous les détails de l'histoire, ce n'est pas mon rôle, mais pour vous montrer comment une nouvelle donne géopolitique est comprise ou n'est pas comprise, est intégrée ou n'est pas intégrée. Alors, ce n'est pas pour dire d'Argentlieu, il était nul et c'était Jean Saint-Denis qui avait raison. Après coup, c'est facile de réécrire, mais pour dire au fond que dans les grandes évolutions géopolitiques, vous avez des attitudes de frein
de réaction, de retour vers le passé, etc., de la tradition. Et puis, vous avez des regards et des attitudes beaucoup plus ouvertes. Après que des personnes m'ont dit, mais enfin, quand est-ce que vous allez venir à l'actualité? Ben voilà un élément. Alors, je serai bref parce que vous savez que début décembre, il y a un très bon sinologue qui donnera une conférence, alors pas directement, mais en visio, avec un regard très, très acéré, très pointu, très aigu. C'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien la Chine et qui va nous parler un petit peu de ces aspects et de ces conséquences du 20e congrès du Parti communiste chinois. Donc, n'ayant pas toute la science et la maîtrise qu'il a du sujet, moi, je me contenterai de vous livrer quelques points qui sont importants et qui a lieu de bien cerner dans les réalités d'aujourd'hui. Je signale d'ailleurs qu'il y a quelques émissions en ce moment sur la 5 ou Arte qui sont pas mal pour aborder ces questions-là. Alors, une évolution, bah, ça se remarque à travers qui est au pouvoir et quelles évolutions y a-t-il. Donc, à l'issue du congrès, on va regarder les différentes instances. Alors, vous savez ou vous ne savez pas, d'ailleurs, ce sera tout à fait normal que vous ne le sachiez pas. Il y a un certain nombre d'instances. Le premier rôle, c'est le rôle du secrétaire général du Parti communiste, c'est Xi Jinping, qui est également président de la Chine et qui est également président de la commission militaire, c'est-à-dire les trois rôles clés. Après, il y a un comité permanent. Le comité permanent, il est composé de 7 personnes, 7 membres, dont le secrétaire général. Voilà, alors on va voir ce qui se passe. Ensuite, vous avez le bureau politique, où les statuts ne sont pas d'une précision énorme. En gros, c'est autour de 25 personnes. Ça n'a pas toujours été un nombre, c'est plus ou moins 25 personnes. Et puis, il y a le congrès, le comité central, pardon, qui est composé de 200 membres. Alors, vous voyez, ça s'élargit. Puis si on va jusqu'au bas de la pyramide, ben, le Parti communiste chinois, aujourd'hui, c'est 90 millions de membres. Bon, est-ce qu'ils sont tous des vrais militants? Pour partie, c'est sûrement exact. Bon, peut-être aussi que c'est un bon moyen d'assurer une carrière ou une protection. C'est le plus grand parti politique du monde, avec un autre parti qui est le BJP en Inde, qui a à peu près le même nombre, autour de 90 et 100 millions de membres. Alors regardons ce qui se passe. Eh bien, à l'issue du congrès, sur les 7 membres, il y en a 4 qui partent. C'est pas rien, 4 qui partent. Et qu'est-ce qu'on peut bon, discerner sur ces 4 partants? C'est des hommes qui sont plutôt pragmatiques au plan économique. Oui, des gens qui se rendent compte des difficultés économiques actuelles de la Chine et qui auront envie de prendre ça comme les priorités à assumer comme le premier défi. Alors la figure, c'est le Premier ministre, Li Keqiang, bon, et les 3 autres sont assez proches de lui finalement. Donc les voici évincés. Évincés au profit de qui? Eh bien, de 4 fidèles de Xi Jinping. Il y a souvent la question qui revient, est-ce que c'est des gens compétents? Est-ce que c'est des gens fidèles? On peut peut-être dire les deux, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que leur fidélité dans le choix du secrétaire général, puisque c'est Xi Jinping qui a décidé, c'est effectivement cette fidélité à sa personne. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Autrement dit, au sein du comité permanent, qui est l'instance décisionnelle la plus proche et la plus immédiate dans la hiérarchie des pouvoirs chinois, eh bien là, Xi Jinping est sûr d'une chose, c'est que personne ne lui fera de l'ombre. Après, au bureau politique. Au bureau politique, quelques remarques. Alors, on a des départs des pragmatiques, c'est ceux que je viens déjà de citer, il y en a d'autres qui étaient dans la même mouvance. Quelques autres personnes, certains analystes qui connaissent bien des gens qui connaissent bien le milieu de la Chine, bon, Cabestan, Antoine Bandas, etc., qui ont noté qu'il y avait des personnes qui étaient issues, même si elles sont plus toutes jeunes, certaines, qui avaient fait un parcours dans le cadre de la Ligue pour la jeunesse communiste. On dit comme si ça avait été un foyer qui, au cours des années passées, avait été un foyer d'ouverture, d'innovation, et peut-être excessif
par rapport à la position de Xi Jinping, qui n'aime pas finalement trop qu'on aille de l'avant dans un sens qui ne serait pas tout à fait le sien. Autre point, alors, il ne faut pas dire qu'on est tombé dans, selon une expression de Michel Albert, dans le vétéro-machisme, mais bon, d'abord, c'est des hommes, il n'y a aucune femme au bureau politique. Bon, des hommes et qui ne sont pas tous très jeunes, puisqu'il y avait ne figure pas d'ailleurs dans les statuts, mais qui est une pratique. Une pratique, c'est que pour un mandat qui dure 5 ans, il était normal que la personne ait pas plus de 68 ans au moment de l'élection. Or, on ne pouvait pas faire autrement que de modifier cette règle, entre guillemets, tout simplement parce que Xi Jinping a 69 ans, et du coup, dans la foulée, ben, il y a le ministre des Affaires étrangères qui a le même âge que lui, Wei Yang, avait 69 ans, et même un autre des fidèles qui avait 72 ans. Donc, la limite d'âge, de fait, a été repoussée. Qu'est-ce qu'on peut pointer aussi? C'est l'absence de femmes. Alors ça, c'est quelque chose qui est peut-être par rapport en particulier à tout ce qu'on connaît en Occident qui peut nous étonner. Mais en même temps, alors je vous lis des déclarations de Xi Jinping. Vous allez dire, il aurait presque pu emprunter ce texte-là à Poutine. Qu'est-ce qu'il dit à propos de ces dames? Eh bien, il faut une nouvelle civilisation de la famille socialiste. Hein, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas trop. Mais en suivant, il souligne le rôle unique des femmes dans la promotion des vertus familiales de la nation chinoise et dans l'établissement d'un bon style de famille qui est lié à l'harmonie du foyer, à l'harmonie sociale, à la croissance saine de la prochaine génération. Et il termine en disant, les femmes jouent un rôle clé dans la stabilité de la société en assurant la stabilité du foyer. Vous voyez que Xi Jinping, c'est pas tout à fait l'affirmation du féminisme moderne ou de la place des femmes dans les sociétés contemporaines. Et en même temps, c'est pas si étonnant que ça. Au fond, on a une vieille culture, bon, un peu macho, il faut bien le dire, mais le fait que les affaires politiques, c'est une affaire d'hommes. Alors voilà, vous reconnaissez bien sûr notre Xi Jinping là, pendant le congrès, et avec donc la satisfaction de voir finalement un parti communiste qui va être complètement sous sa coupe. Ah, une scène un peu surréaliste. Là, qui voit-on? Deux personnages, Xi Jinping, vous le reconnaissez, et puis celui qui est debout derrière lui, le visage un peu défait, c'est Hu Jintao, c'est son prédécesseur, l'ancien secrétaire général du Parti communiste, qui avait été un homme plutôt pragmatique dans ses décisions. Il n'avait jamais cherché outre mesure trop querelle à Taïwan. Bon, il cherchait plutôt à assurer la croissance économique de la Chine. Et là, qu'est-ce qui se passe? En plein milieu du Congrès, devant tous les membres présents du Parti communiste, eh bien, Hu Jintao, il se fait virer. Il n'y a pas d'autre terme. Hein. Alors, est-ce que le parti a dit ensuite, oh, c'est parce qu'il avait des soucis de santé, on l'a emmené se reposer, tu parles? Pas du tout. En fait, ce que le parti a voulu signifier, et son secrétaire général en l'occurrence, Xi Jinping, c'est que nul n'est à l'abri du pouvoir du maître. Et le maître, quand il a décidé, y compris sur la scène publique, eh bien, écarte les personnages qui ne lui conviennent plus. Alors, pour terminer ce petit temps consacré à l'actualité, eh bien, quelle que soit la nouvelle équipe, il y a des défis énormes qui attendent le Parti communiste chinois. Puisqu'on parle du gouvernement chinois, en réalité, c'est le Parti communiste qui est aux commandes. J'en ai listé quelques-uns, de ces défis. Il y a tout d'abord les défis économiques. Après une période assez euphorique, de très forte croissance, eh bien, le pays connaît un ralentissement. Et un ralentissement qui est lié à, bon, pendant les années Covid, il y a eu la baisse des exportations et de la demande extérieure, un petit peu repris, mais pas avec le tonus qu'on avait connu avant.
Et puis, l'espérance des autorités chinoises, ce serait que la demande intérieure prenne le relais. Or, cette croissance intérieure, ben, elle reste quand même un petit peu en berne. Donc, on n'est pas dans la récession, mais on est dans une croissance faible, hein. C'est ça qui se passe en Chine. Une croissance faible, c'est un problème. Pourquoi? Ben, parce que les autorités chinoises, bon, parce qu'elles savent bien qu'il y a un contrôle de la société qui est très strict, il y avait une manière pour la société de l'accepter dans la mesure où, au-delà de la fibre nationaliste qu'on caressait bien souvent, c'était le fait de voir la richesse augmenter, en particulier pour les classes moyennes. Or, cette richesse ne peut augmenter que dans la mesure où la Chine demeurait un peu l'atelier du monde, enfin l'atelier de plus en plus élaboré, bien sûr. Or, actuellement, la demande n'est plus au rendez-vous et les autorités chinoises savent qu'une absence de croissance fait que la population n'adhérera plus nécessairement à la totalité du message. Alors on relaie ça pour, encore une fois, trouver un autre relais par un nationalisme de plus affirmé vis-à-vis de Taïwan. Est-ce que ça suffira? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, le défi économique, il est majeur aujourd'hui. Il est majeur d'autant plus que la gestion de la Covid, ben, les Chinois brandissent bien haut le fait qu'ils ont eu peu de défunts, de victimes, de morts en comparant par rapport aux États-Unis ou au Brésil. Mais la Covid, ce qui se passe, c'est qu'elle se poursuit et que la politique du zéro Covid, ben, elle a comme conséquence d'altérer profondément la vie des entreprises, hein, avec du jour au lendemain des entreprises ben, qui sont obligées de fermer, et puis avec un confinement que la population supporte de moins en moins. On peut d'ailleurs se poser la question, est-ce que ce type de gestion de la Covid, c'est uniquement une question de santé publique? Pour une part, oui. Mais est-ce qu'il ne s'agit pas aussi, à travers les pratiques actuelles, les réseaux de caméras, les confinements, etc., au fond d'un contrôle de la population? Et faire comprendre à la population qu'ils peuvent penser à la limite ce qu'ils veulent. Ils savent bien que c'est le parti qui décide et le parti qui a raison. Troisième défi, c'est celui de la crise immobilière. Alors, on a eu l'occasion d'en parler l'an dernier lorsqu'on avait fait un petit panorama de la situation de l'Asie-Pacifique. Bon, il y a un certain nombre de grands groupes, le plus connu c'est Evergrande, qui bon, a une dette absolument colossale que les banques chinoises ne veulent et ne peuvent manifestement pas reprendre. Alors, vous avez dans les grandes villes des tours qui ne sont pas finies avec l'immeuble est construit, mais il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de finition, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de cuisine. Bon. Et les propriétaires, ben, ils se désespèrent. Mais ils se désespèrent, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement? Alors, de temps en temps, il y a une manifestation, mais ce qu'on voit, c'est que derrière cette demande forte des classes moyennes pour des immeubles, pas forcément pour les habiter pour eux, c'était lié à la faiblesse de la protection sociale. Comment on dit, acheter un appartement pour le revendre ou le louer quand on part à la retraite, c'était une manière de s'assurer une retraite qui sinon ne serait même pas décente. Donc vous voyez que la crise immobilière, elle est grave pour l'aujourd'hui, elle est grave pour la perception que les Chinois, et notamment ceux des classes moyennes, je ne parle pas des plus pauvres parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter un appartement, eh bien, non seulement ils ont l'impression de se faire flouer, mais ils se disent, mais avec quoi je vais assurer mes vieux jours? Alors, c'est d'autant plus compliqué que les vieux jours, si c'est un retour au village, la politique de l'enfant unique qui a pas loin de 40 ans fait qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants pour s'occuper des grands-parents. Autre question qui n'est pas négligeable, c'est le chômage de la jeunesse. Jeunesse souvent assez bien formée dans des villes, mais qui ne trouve pas d'emploi comme elle le souhaiterait. À ne pas oublier, on a évoqué tout à l'heure la dette des promoteurs immobiliers, des grandes entreprises de l'immobilier, mais les deux dettes d'ailleurs sont assez liées. La dette des régions et des villes qui achetaient des terrains pour que les promoteurs viennent construire, mais chemin faisant s'endettaient elles-mêmes.
À pas oublier le vieillissement de la population. Actuellement, la Chine, chaque année, perd des habitants. Vous me direz, il y a de la marge, elle est très peuplée, 1,4 milliard. Mais en tous les cas, plus que le total de la diminution, ce qui est important, c'est de regarder la pyramide des âges, une pyramide des âges où les personnes âgées, eh bien, sont de plus en plus nombreuses proportionnellement au reste de la population. Alors, c'est une vraie question et il n'y a pas que le déséquilibre homme-femme dans la pyramide des âges, il y a aussi de la structure par âge. Et pour terminer, puis après on revient au cours, c'est la question eh bien, des points chauds. Pas simple. Taïwan, l'an dernier encore, quand j'avais fait 2 cours complets sur Taïwan, j'avais dit quand on examine les propos de Xi Jinping, on peut penser que c'est plutôt la voie de la négociation ou la voie pacifique qui continue et qui continuera pendant les années à venir à prévaloir, même s'il disait bien que la Chine ne devait s'interdire aucune voie, y compris la voie militaire. Est-ce que le discours a changé? Pas tellement. Pas tellement. Quand on regarde les 2 heures de discours de Xi Jinping au début du congrès, du 20e congrès, les phrases sont presque les mêmes. Seulement, il y a une différence. Il y a 2 différences même. La première, c'est que le sujet de Taïwan est venu tout à fait au début du discours, comme si ça voulait manifester au lieu de Xi Jinping que c'était un point très important. Là, il y a quelque chose de nouveau. La deuxième, c'est la composition des structures de décision au sein du Parti communiste chinois, où, je vous l'ai dit, plus personne ne vient faire d'ombre à des décisions de Xi Jinping. Et même plutôt, si on les mesure à travers les applaudissements qu'il a reçus sur ce sujet-là, il aura presque plutôt des encouragements à utiliser la voix forte s'il le juge nécessaire pour des raisons politiques. Je ne suis pas du tout sûr que ce soit des choses qui soient dans l'immédiat, d'abord parce que la Chine a suffisamment de soucis en ce moment entre Covid, crise immobilière, etc., difficultés économiques. Mais il y a quand même un point d'interrogation pour le futur, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'obstacle si le choix était fait à ce qu'en interne, eh bien, une décision de type par la force, quelles qu'en soient les modalités, aériennes, blocus des ports ou autres, venait à être prise. Et là, on est devant effectivement quelque chose à haut risque, ben, tout simplement parce que on sent bien que l'administration Biden, démocrate, alors sauf si les élections qui ont lieu aux États-Unis donnent une majorité républicaine, dont pas mal d'entre eux sont plutôt pour un repli et une limitation de l'aide à l'Ukraine et peut-être demain à Taïwan. Mais sauf si on a une Amérique vraiment isolationniste, ça risque d'être un peu le feu aux poudres. Alors pourquoi direz-vous? Ben, pour peut-être 2 raisons. La première, c'est que à travers Taïwan, comme à travers l'Ukraine, c'est au fond la question ben, de la défense de la démocratie qui est en jeu. C'est évident que c'est un argument majeur. Bon, et puis on peut aussi noter que il n'y a pas une véritable analogie, je cherche un peu les mots justes pour le dire, mais Poutine avec l'Ukraine, ça ressemble un peu à Xi Jinping avec Taïwan. C'est-à-dire on réécrit l'histoire. Je vous avais montré dans les conférences de l'an dernier que Taïwan, en réalité, avait été très peu de temps un territoire sous domination de l'Empire chinois. Très peu, moins que l'Ukraine vis-à-vis de la Russie. Donc, cette espèce d'affirmation dogmatique, la Taïwan, c'est à nous, c'est chez nous. Oui, il faut y regarder de plus près, mais enfin, les historiens ne confirment pas tout à fait ce point de vue. Bon, donc, quelque chose d'assez inquiétant. Corée du Nord. Corée du Nord, bah, vous avez vu les agitations de la Corée du Nord ces derniers temps, avec des tirs de missiles, etc., qui ont tendance à se rapprocher fâcheusement de la Corée du Sud.
Corée du Sud, où jusqu'à il y a quelques mois, on avait un pouvoir qui était plutôt bienveillant à l'égard de son voisin du Nord. C'est plus le cas depuis les dernières élections en Corée du Sud, où l'actuel président est tout à fait ferme dans son attitude vis-à-vis de la Corée du Nord et n'a pas du tout envie de laisser faire. Donc, autrement dit, les éléments du cocktail sont pas très très bons pour aller vers quelque chose qui serait une confrontation limitée, peut-être plus élargie, c'est à craindre, mais en tous les cas, il y a quelque chose. Alors, la Corée du Nord, on peut se poser la question, mais cet État parfois incompréhensible, écarté du reste du monde, avec une dynastie communiste, avec le Kim actuel qui a succédé à son père, à son grand-père, qu'est-ce que c'est ce régime-là, complètement très peu perméable? Oui, il y a de ça, effectivement. Il y a de l'imprévisibilité. Je ne suis pas sûr que tous les jours ça soit très satisfaisant pour les Chinois. Ceci étant dit, dans les gesticulations actuelles de la Corée du Nord, la Chine, si elle n'a pas donné son accord, a tout au moins laissé faire. Laissé faire en laissant la Corée du Nord vendre des armes à la Russie, c'est-à-dire c'est une vente d'armes, bon, une sorte de contournement pour ne pas vendre directement des armes à la Russie, mais aussi probablement parce que les Chinois ne sont pas mécontents de voir les gesticulations de ce voisin intempestif affecter un petit peu l'actualité du monde. Autrement dit, dès lors qu'ils s'opposent aux États-Unis, les Chinois considèrent ben, que ce n'est pas forcément mauvais pour eux. Voilà un petit peu la situation. Dernier point en termes de remarques, et puis on quitte cette parenthèse un peu longue, c'est que la Corée du Nord est un pays qui n'a pas du tout de quoi nourrir sa population. Pratiquement la production agricole qui est très 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 en retard permet selon les années que de nourrir la moitié aux deux tiers de la population. Alors quid pour le reste? Il y a eu des famines dans les temps pas très éloignés, mais il y a aussi que la Corée du Nord ne peut pas vivre sans les approvisionnements chinois. Et donc, quel est le niveau d'indépendance de la Corée du Nord dès lors qu'on n'a pas de quoi nourrir sa population? On peut quand même un peu en douter. Donc, quelque part, derrière l'agitation de la Corée du Nord, il y a une Chine qui, sinon qu'elle approuve, tout au moins laisse faire. Alors, on va revenir un petit peu. Alors, vous vous souvenez qu'on avait évoqué ces années qui suivent la conférence de Genève, 1954, et on avait juste après, donc, va commencer pendant une dizaine d'années une période de temps incertain avec des dates que j'avais citées comme très importantes. Date importante, c'est la mort de Staline, c'est le rapport Khrouchtchev, c'est le début de l'antagonisme Chine-URSS, c'est la fin de la guerre de Corée sans traité, bon, tout un tas d'événements qui sont importants dans la vie du monde de cette époque-là. Parmi ces événements, bien, il y a cette célèbre conférence de Bandung. Je rappelle, Bandung, c'est en Indonésie. Puissance invitante, il y avait l'Indonésie, l'Inde pour les principaux membres, et qui était sur la recherche, dans ce contexte de guerre froide, d'une voie autre, c'est-à-dire d'une voie qui soit non alignée sur les deux grands blocs qui s'affrontent. Alors, dans la conférence de Bandung, il y a des pays assez différents et des démocraties, mais aussi des pays communistes. Et il y a des thèmes qui vont faire consensus. C'est le rejet du colonialisme, parce qu'à l'époque, 55, il y a encore des territoires qui sont sous domination coloniale. Pensez à notre Afrique subsaharienne, par exemple, et même le Maghreb, pour partie du Maghreb. C'est la haine du racisme, et c'est également la détermination de tous ces membres de la conférence de préserver la paix dans le monde. Hein, toujours peur que l'antagonisme États-Unis-URSS dégénère. Alors le communiqué final est intéressant. Qu'est-ce qu'il y est affirmé? C'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, hein, ce qui avait déjà commencé à être réalisé entre 45 et 55, dans la douleur souvent. C'est le respect des droits humains,
même si certains pays membres à Bandung sont fort peu respectueux, à commencer par la Chine. Et puis, c'est le respect de la charte de l'Organisation des Nations Unies. Or, Bandung, pour reprendre le terme célèbre d'Alfred Sauvy, c'est la naissance du tiers-monde. Alors, ce que l'on voit, c'est que de cette conférence célèbre de Bandung, il y a trois tendances qui vont émerger. Ce qui veut dire qu'on n'arrive pas à créer véritablement un bloc homogène. Mais bon, c'est un peu intéressant néanmoins. Il y a un bloc qui est plutôt pro-occidental. Alors c'est le Sud-Vietnam, bien sûr, la Thaïlande, les Philippines, pour regarder plutôt du côté de l'Asie du Sud-Est. Dans ces années-là qui suivent directement la conférence, on peut y mettre le Cambodge et le Laos. Après, ils vont partir plus vers une voie neutraliste, ces deux derniers, Cambodge et Laos. On a un deuxième bloc qui est plutôt un bloc lié à l'Est avec le Nord-Vietnam et également la Chine, parce que à cette époque-là, les relations ne s'étaient pas encore véritablement envenimées entre l'URSS et la Chine. Et puis il y a un troisième camp qui est peut-être le plus dans le respect de l'idée de la conférence, plus neutraliste. Alors on trouve l'Inde, de Nehru, on trouve l'Indonésie de Sukarno, on trouve l'Égypte, voilà, de Nasser. Bon, et qui va être au fond ce mouvement de la conférence de Bandung, le prélude à une structure qui va véritablement démarrer quelques années plus tard, qu'on va appeler le mouvement des non-alignés. Ah, vous regardez le titre et puis vous êtes en train de penser, mais qu'est-ce que ça vient faire là de parler des Jeux Olympiques? Et alors, dès le départ, quand j'avais parlé de géopolitique, je vous avais bien dit qu'il ne s'agissait pas uniquement de questions militaires, politiques, diplomatiques, mais que la géopolitique concernait les domaines économiques notamment, et concernait des dates charnières, des points très importants dans l'histoire qui se manifestent à travers des choses comme qui relèvent de ce qu'on appelle le soft power. Hein. Bon, là, on est devant un événement géopolitique majeur, il n'y a aucun doute, ce sont les JO de Tokyo, les Jeux olympiques de Tokyo en 64. Alors pourquoi m'a-t-il semblé si important d'en parler? Eh bien parce que ce sont les premiers Jeux qui se déroulent en Asie. Autrement dit, vous voyez que là, en termes géopolitiques, on a un déplacement de la sphère, ce qui relevait normalement du domaine européen, voire du domaine américain. Eh bien, si, il y avait aussi Melbourne pour l'Océanie, mais disons sous influence et sous connotation encore quelque peu britannique, on va dire. Donc, on voit un déplacement vers l'Asie. Alors, c'est d'autant plus important, c'est que la technique s'améliore dans ces périodes-là, surtout au Japon, qui commençait à émerger fortement dans les technologies nouvelles, les nouvelles pour l'époque. C'est que les regards du monde, pas simplement les spectateurs dans le stade, mais vont se tourner vers Tokyo, vers l'Asie. C'est le phénomène de la mondiovision. On a eu pour la première fois des reportages qui permettaient de vivre ces jeux quasiment en direct. C'est important aussi parce que le Japon, il faut se souvenir que c'est un vaincu de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. Et qu'est-ce qui apparaissait très important aux Japonais et aux autorités japonaises à l'époque, tout à fait en accord avec le CIO, c'était d'effacer l'image des Jeux de Berlin. Les Jeux de Berlin, vous vous souvenez, l'Allemagne hitlérienne, hein, scandalisée par les victoires de ce noir américain au sprint qui s'appelait J. Owens. Et il fallait effectivement donner un tout autre visage. Et alors on a manié tous les symboles possibles pour montrer combien cette Asie était devenue la terre du pacifisme, la terre des relations entre nations, la terre ouverte. Alors, parmi d'autres éléments, on a beaucoup de personnes ont pointé le symbole de la présence, il était jeune encore, de Yashinori Sakai. Il a eu son heure de gloire, non pas par ses exploits sportifs ou sa présence politique, pas du tout. Simplement, il s'est trouvé que ce personnage, Yashinori Sakai, il est né le jour où les Américains ont largué une bombe sur Hiroshima, première des deux bombes atomiques
qui ont mis fin à la guerre par le Japon. Donc vous voyez, on est dans un événement sportif, mais qui a une connotation politique, une connotation symbolique, une connotation de présence de l'Asie, voilà, etc. Alors nos pays à nous, là, qui nous intéressent bien, le Vietnam et le Cambodge, ils vont y participer à ces Jeux olympiques. Bon, c'est pas qu'ils aient fait une razzia de médailles, hein, c'est des petits pays, mais d'autres n'y sont pas. Et c'est le cas de la Chine. Alors la Chine était communiste depuis 1949, seulement à l'ONU, et le comité olympique suivait ce qui se vivait à l'ONU, la Chine n'était toujours pas reconnue par la plupart des grandes nations. C'était encore la Chine dite nationaliste à Taïwan. Ce ne changera que 3 ou 4 ans plus tard. Et pour en terminer avec cet événement géopolitique dont je considère qu'il a été majeur, c'est que les regards du monde se tournent vers l'Asie et d'une Asie entreprenante. Et il faut voir que dans ces années 60, c'est le boom économique extraordinaire du Japon. Pensez que dans la deuxième moitié des années 60, 65-70, le produit intérieur brut japonais va doubler. Qu'on est là à s'extasier sur les taux de croissance chinois, on n'a pas tort, hein, bien sûr, mais le Japon à l'époque a connu une croissance phénoménale. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que le Japon très vite va comprendre son intérêt à entraîner, on peut dire dans son sillage, d'autres pays d'Asie dans le développement économique et social. Alors, c'est ce qu'on appelle les dragons d'Asie. Les premiers à suivre, ça va être la Corée du Sud, Taïwan et Singapour, puis d'autres vont venir ensuite. Oui, il faudrait rajouter aussi Hong Kong. On appelle ça d'ailleurs l'image dans pas mal de livres est assez pertinente. On a appelé ça le développement en vol d'oie sauvage. Vous voyez un vol d'oie sauvage qui est en train de migrer. Il y a une oie en tête qui est le Japon, là en l'occurrence, et puis dans son sillage, on voit un certain nombre de pays qui suivent. Voilà, dans le magnifique et immense stade de Tokyo, les délégations, là on voit de quelques pays européens. Alors, dans ces années qui vont, on dit pas une dizaine d'années, de 55 à 65, qu'est-ce qui se passe dans les pays que nous étudions, ceux de la péninsule indo-chinoise? On va s'apercevoir que la voie neutraliste se révèle difficile. C'est le cas au Cambodge, qui va, dès la fin des années 50, le gouvernement du jeune roi Sihanouk, adopter une politique étrangère résolument neutraliste. Pourquoi? Parce que Sihanouk voulait éviter que son pays, très en retard de développement, pauvre, ne soit rattrapé par la guerre froide. Hein. Il se disait, mais c'est pas le moment de faire subir au Cambodge les vicissitudes d'un conflit qui n'est pas le nôtre. Il y avait aussi des raisons un peu plus internes. Il souhaitait limiter l'influence du mouvement communiste qui n'était pas très développé à l'époque à l'intérieur du pays. C'était les premiers pas des Khmers rouges et aussi des tendances politiques plus pro-occidentales. Plus tard, on les verra quand il y aura le coup d'État de Lon Nol. De cette position, vous avez peut-être lu ou relu dans des ouvrages consacrés au général de Gaulle, le fameux discours de Phnom Penh, au milieu des années 60, et où de Gaulle ne fait rien d'autre que d'encourager les Cambodgiens à persister dans la voie neutraliste, y compris d'ailleurs en s'opposant en chemin aux Américains. Alors en 65, cette voie neutraliste, elle va être rendue difficile parce que, à la suite d'une série d'événements, eh bien, Sihanouk va décider une rupture des relations avec les Américains et donc se traduisant par la même par la fin du neutralisme. En même temps, vous voyez que les relations n'avaient pas toujours été si difficiles. C'est avant, en 62, Sihanouk avait été reçu fort bien par à la Maison-Blanche par le président Kennedy. Le neutralisme, toujours, est-ce que ça a été possible ou pas au Laos? Et on va voir que ça a été une alternative quasiment impossible.
Pourquoi? Parce qu'en interne, il y a beaucoup de forces opposées. Il y a une tendance plutôt centriste, un peu à droite, autour du prince Souvanapuma. Vous avez des tendances plus nationalistes avec le Lao Isara, qui est une partie. Et puis, vous avez la montée du Pathet Lao, dirigé par le frère de Souvanapuma, qui est le prince Souphanouvong. Comme quoi, on peut être à la fois prince et communiste, ça arrive. Bon, on comprend davantage la difficulté de cette voie neutraliste en regardant une carte et en voyant les pays voisins du Laos. Alors, plutôt que de le lire, on va le regarder sur la carte qui suit. Regardez bien. Au nord, eh bien, vous avez la Chine communiste. À l'est, nord-est, eh bien, vous avez le Nord-Vietnam. Vous avez à l'ouest un pays à tendance pro-américaine qui est la Thaïlande. Et puis au sud, un pays qui lui-même a du mal à faire face à conserver la voie neutraliste, qui est le Cambodge. Alors dans ce contexte, et puis vous voyez que le Laos est un pays enclavé, ben, ce neutralisme, il va progressivement céder face à des rivalités des puissances qui l'environnent. Après les accords de Genève de 54, il y avait eu des accords bon, de dimension plus limitée comme conférence, mais en 62, et qui réaffirmaient la neutralité de ce pays. Oui, seulement c'était pas évident à faire prévaloir. Et parmi les raisons, ben, il y a eu notamment le refus du Nord-Vietnam. Et le gouvernement du Nord-Vietnam, notamment à travers son premier ministre, dont vous voyez le nom là ici, Pham Van Nong, qui exerçait ou qui voulait exercer un véritable leadership sur toute la péninsule indochinoise, qui dit mais non, 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 il n'en est pas question. 62, il n'y a pas à aborder cette question-là. La solution au problème des trois territoires que sont le Cambodge, le Laos et le Vietnam, c'est une solution qui est une et indivisible. C'est ce terme à lui. Une et indivisible, comprenez, ben, ça veut dire que si on se réfère au premier article de notre Constitution, que quelque part, il s'agit d'un territoire qui a vocation à devenir un. Pas très facile aussi de maintenir une voie neutraliste, parce que dans cette période, dès le début des années 60, ça va être le début de l'insurrection au Sud-Vietnam, du Front national de libération du Sud-Vietnam, et qui va être fortement aidé et appuyé par le Nord. Or, pour être appuyé par le Nord, il faut avoir des voies de passage. Et les voies de passage, ce qu'on appelait la piste Ho Chi Minh, de manière inexacte, parce qu'en réalité, des pistes Ho Chi Minh, il y en avait plusieurs, mais elles passaient principalement par le Laos pour approvisionner les maquis du Sud. Bon, donc on va avoir eh bien, un effondrement de ce gouvernement de coalition et donc des neutralistes laotiens qui vont être évincés de la scène. On va rentrer donc dans les années qui vont venir, à partir du milieu des années 60, eh bien, dans une histoire majeure du XXe siècle, la guerre du Vietnam. Alors peut-être allez-vous être étonné, j'ai mis guerre du Vietnam, point d'interrogation, guerre d'Indochine, c'est-à-dire concernant les trois pays, point d'interrogation. C'est principalement la guerre du Vietnam, mais les autres territoires ne sont pas restés du tout à l'abri de ce conflit. Au début des années 60, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, il y a eu de plus en plus de conseillers militaires américains dès la présidence Kennedy. Je ne sais pas très nombreux, hein, quelques centaines de militaires qui étaient plus en réalité des formateurs que des soldats en tant que tels. Ils étaient là pour aider l'armée sud-vietnamienne à s'organiser et à se former. Les choses changent en 64. En 64, il y a un incident provoqué. Alors j'ai mis entre guillemets parce que depuis que les événements ont lieu, on connaît davantage l'histoire. Ça se passe dans le golfe du Tonkin, à la limite des eaux territoriales du Nord-Vietnam. Et il y a deux destroyers américains qui connaissent ou prétendent-ils avoir été victimes de tirs nord-vietnamiens. Qu'allait-il faire là?
il venait déposer sur les côtes clandestinement quelques commandos sud-vietnamiens. Mais ça, on l'a su qu'après. Et de cette affaire du Maddox, donc ce destroyer qui a essuyé le feu des Nord-Vietnamiens, le président Johnson va prendre argument pour dire que les États-Unis ont été agressés alors qu'ils n'étaient même pas dans les eaux territoriales nord-vietnamiennes, ce qui n'est pas tout à fait exact, ils avaient dû pénétrer légèrement. Et il va commencer en prétexte de ça, commencer quelques temps plus tard, le début des bombardements sur le Nord-Vietnam. En Vietnam. Par la suite, ça sera également sur le Laos et sur le Cambodge. Situation pas très saine non plus, parce qu'au Sud-Vietnam, le président Diem, qui était au pouvoir depuis la fin de la conférence de Genève, a été écarté et assassiné en 1963, probablement enfin pas probablement, sûrement par des éléments plus extrémistes, franchement pro-américains. Et donc, l'assassinat de Diem, c'est pas une bonne nouvelle. Et puis donc, petit à petit, le Front national de libération du Sud-Vietnam va commencer à étendre son influence, surtout dans les campagnes. Alors, ce qu'on a? On a un conflit au cœur de la guerre froide, avec deux grandes forces politiques et militaires qui vont s'affronter. Le Sud-Vietnam qui va de plus en plus être aidé, voire même on pourrait presque dire dirigé par le gouvernement américain. Au nom de quoi? Au nom de la politique d'endiguement face à l'avancée des forces communistes qui aidaient non seulement les forces de la République démocratique du Vietnam, mais également des forces chinoises et un peu de Corée du Nord pour assurer la protection antiaérienne des villes du Nord-Vietnam. Dans le Sud-Vietnam, lui, va voir des apports venus de pays pro-occidentaux comme les Thaïlandais ou les Australiens. Le Nord, il va être soutenu aussi, n'oublions pas, par l'URSS, essentiellement en matériel militaire, mais aussi en soutien financier. Et la République populaire de Chine, elle va apporter les deux, du matériel et des soldats, et notamment des unités de défense antiaérienne. Peut-être reconnaissez-vous le président Lyndon Johnson, un démocrate, avec un peu d'étonnement, alors que la campagne présidentielle de 64 l'avait opposé à un ultra-républicain qui s'appelait Barry Goldwater, un sénateur d'Arizona, qui, tout juste, il n'aurait pas voulu balancer des bombes atomiques sur la Hanoï. Et lui apparaissait comme un homme de paix. Il n'a pas été tellement un homme de paix, et c'est lui qui a finalement véritablement engagé les États-Unis dans la guerre. Alors voilà une carte qui montre, alors au nord, la République démocratique du Vietnam, les bases américaines avec leur étoile. Et ce que vous voyez, c'est à la fois les pistes Ho Chi Minh, pas une seule, mais plusieurs, et avec au sud les zones rurales qui sont plutôt sous influence, domination du Front de libération du Sud-Vietnam, les villes restant plutôt aux mains du gouvernement sud-vietnamien. Alors, comme nous arrivons au terme de l'heure, les tensions politiques et militaires dans la péninsule et hors de la péninsule, je vais être amené à en parler plus tôt la prochaine fois parce que sinon, ça nous entraînerait un petit peu trop loin. Voilà, bonne journée à tous. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Vous pouvez aussi nous encourager en cliquant sur le pouce vers le haut. Les commentaires de soutien sont également les bienvenus. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Merci et à bientôt.